Aujourd'hui, je fais le boomer et je teste ChatGPT avec 6 mois de retard. Bon, j'imagine que tout le monde l'a déjà testé. J'avoue que je lui ai posé déjà 2-3 questions et que j'étais assez déçu du résultat. Mais bon, allez, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Je vais lui demander de me poser 10 questions en maths et on va voir un petit peu ce qu'il connaît. On va voir s'il affirme des choses qui sont vraies ou pas, s'il confronte un petit peu ses sources quand il fait ses recherches sur Internet. Et puis voilà. Alors, pose-moi 10 questions. Voilà, donc je vais demander de me poser 10 questions de plus en plus difficiles et on va voir déjà si cette première condition de la difficulté est respectée. Alors, première question, résoudre l'équation 3x plus 7 égale 22. Bon bah là il est relativement gentil avec moi, donc 3x plus 7 égale 22, on va pas faire le détail, ça veut dire que x égale 5. Si on veut donner un petit peu d'interprétation géométrique, ça veut dire qu'on considère l'équation affine 3x plus 7 et on regarde le point d'intersection avec la droite horizontale y égale 22. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc quand x vaut 5, c'est là que l'équation affine atteint le point y égale 22, tout simplement. Trouver les valeurs de x qui satisfont 2x carré moins 5x plus 3 égale 0. Donc là, on passe directement sur du degré 2. Donc il y a une difficulté supplémentaire, bien que ce soit très simple, hein, sauf si vous n'êtes pas encore en première. Pour les équations polynomiales de degré 2, vous savez que classiquement, ce qu'on vous demande, c'est de faire le discriminant et de voir s'il est positif, négatif. S'il est positif, vous avez 2 solutions. S'il est nul, vous avez une solution. S'il est négatif, vous avez 0 solution. Dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Après, pour ceux qui seront en terminale maths experte, vous verrez les nombres complexes. Et donc là, ça change un petit peu les choses. Et tous les polynômes sont factorisables sur C, l'ensemble des nombres complexes. On ne va pas parler de ça maintenant. Donc, il me demande de résoudre 2x carré moins 5x plus 3 égale 0. Donc vraisemblablement ça va être compliqué de faire avec des racines évidentes, donc on va faire un delta facile, donc 25 moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24, donc le discriminant fait 1, qui nous permet de trouver extrêmement facilement les racines, moins b qui fait moins 5, plus ou moins 1, donc en fait on a moins 6 ou moins 4, le tout sur moins 2, voilà, ce qui nous donne les réponses facilement. Alors calculer la dérivée de la fonction f de x égale sinus de 2x plus ln de x au carré. Okay, donc c'est plus difficile parce que là on a des compositions de fonctions. Donc sinus de 2x, a priori c'est plus difficile à dériver que sinus de x parce qu'on a vraiment une composition entre la fonction sinus et la fonction linéaire 2x. Alors vous savez que quand vous savez, si vous êtes en terminale, vous devez savoir que quand on compose des fonctions, donc f rond g, aussi dit f de g, eh bien la dérivée de ceci c'est f' de g fois g'. Donc c'est ce qu'on va faire. Je m'attarde simplement sur le fait qu'on a ln de x au carré et non pas ln carré de x. Okay, ça c'est pas du tout la même chose. Donc ça va être plus simple à dériver parce que ln de x au carré, par les propriétés du logarithme, ça fait 2 ln de x. Et donc pour dériver 2 ln de x, en fait ça fait 2 sur x. Donc ça c'est facile. Ensuite, sinus de 2x, en utilisant la formule de la composée, tout simplement, ça nous donne 2 cos de 2x. Voilà, aussi simple que ça, donc 2 cos 2x plus 2 sur x, on peut éventuellement factoriser par 2. Rien de compliqué, mais pour l'instant, je suis surpris, parce qu'il me propose des choses de plus en plus dures. Simplifier l'expression 2x cube moins 4x carré plus 3x sur x carré moins 2x. Alors, bien effectivement, là, on peut simplifier cette expression par x, parce qu'on peut factoriser en haut et en bas par x. Bon, on va pas... allez, on va le faire. Donc, ça nous donne 2x carré moins 4x plus 3 en haut, divisé par x moins 2. Et ensuite, il faudrait voir si 2 est racine, pour voir si on peut factoriser en haut par x moins 2. Alors, est-ce que 2 est racine? Alors, je vais le prendre sur le 2x cube moins 4x carré plus 3x. Donc 2 fois 2 au cube, donc 2 au cube 8 fois 2, 16, moins 2 au carré, non, 2 n'est pas racine, donc on ne peut pas aller plus loin que ça. Si 2 avait été racine, nous aurions pu factoriser par x moins 2 en haut, et donc simplifier les x moins 2. Finalement, nous nous serions retrouvés avec un polynôme de degré 1. C'est-à-dire que c'eût été une expression compliquée d'un polynôme de degré 3 sur un polynôme de degré 2, tout ça pour exprimer un polynôme de degré 1, mais là, ici, ce n'est pas le cas. Et donc, on reste un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 1. Trouver la racine du polynôme x puissance 4 moins 6x cube plus 11x carré moins 6x. Alors là, ça commence à devenir un peu costaud. Comment on fait pour faire ça? Déjà, on remarque qu'on n'a pas de terme constant, donc on n'a que des valeurs en x. De fait, on va pouvoir factoriser par x. Donc on a la première racine qui est 0. On peut factoriser en x, facteur de x puissance 3 moins 6x carré moins 11x moins 6. Là, comment dire, soit on utilise des formules de Cardan, formule de Tartaglia, etc., que j'avoue ne pas connaître par cœur, parce que franchement, on s'en sert pas. Généralement, ce qu'on fait quand on doit factoriser des polynômes de degré 3, c'est qu'on trouve des racines évidentes, d'accord? Donc,
là, le protocole, évidemment, de tête, ça va peut-être être compliqué. Je vais essayer là, vite fait, en off, de trouver des racines évidentes de tête. S'il y en a, je le dirai. Si on trouve des racines évidentes, ensuite on fait ce qu'on appelle une division euclidienne de polynôme. Donc on aurait un polynôme de degré 3 qu'on va diviser, comme on fait une division euclidienne classique, par un polynôme de degré 1. Donc si par exemple on avait comme racine évidente 1, nous aurions divisé le polynôme de degré 3 qu'on a obtenu après factorisation par x moins 1. Et donc ça nous donne un polynôme de degré 2, et puis ensuite on fait un discriminant classique, et puis on s'en sort très bien. Néanmoins, s'il n'y a pas de racine évidente, vous êtes obligé de passer par les formules de Tartaglia, de Cardan, etc. Bon, voilà. Ok. Ensuite, pour le degré 4, s'il n'y a pas de racine évidente, vous faites les formules de Ferrari. Et donc, on commence avec le degré 2 avec une formule qui est comme ça. Degré 3, elle est comme ça. Degré 4, elle est comme ça. Et à partir du degré 4, donc au-delà du degré 4, on sait, grâce à notre magnifique mathématicien français Évariste Galois, que bon, je pense que tout le monde commence à connaître, mais il n'y a pas si longtemps personne ne sait maintenant. Il y a suffisamment de gens qui en ont fait l'éloge sur YouTube. Évariste Galois qui a démontré parallèlement à Niels Abel, un autre mathématicien norvégien. Ils ont eu un peu le même destin, les pauvres, ils sont tous les deux morts très jeunes, pas dans les mêmes circonstances, pas pour les mêmes raisons, mais voilà, des destins assez liés. Voilà, c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est qu'ils ont trouvé la même chose en même temps, tout en ayant le même génie précoce et en mourant trop jeune. Ok, alors déterminer l'intégrale définie par exponentielle de x fois cos x. Ah bah, c'est... Là, voilà, là on commence à rentrer dans le vif du sujet, parce que, en fait, pour être transparent avec vous, je lui ai demandé plusieurs fois de me générer 10 questions de plus en plus dures. Le truc, c'est que dans les premières fois, il me générait des questions. La 10e question, c'était résoudre x plus 1 égale 3. Donc, je vous laisse deviner le niveau qu'il y avait avant ça. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans des questions qui sont plus intéressantes. Alors, comment on fait pour calculer l'intégrale de exponentielle de x cos x? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément se précipiter et qu'on sait qu'on va trouver un truc de la forme a sinus x plus b cos x, le tout fois exponentielle de x. On va faire ce qu'on appelle une identification, donc on dit qu'on va forcément trouver quelque chose de cette forme-là. Et donc, en dérivant cette fonction-là, ensuite on fait une identification, on trouve a et b, ça se fait assez bien. Sinon, vous avez évidemment la technique qui marche à tous les coups de l'intégration par partie. Donc l'intégration par partie, ici, ce qu'on ferait, c'est en fait 2 intégrations par partie. Du fait des dérivations qu'on pourrait dire cycliques, on fait sinus, on dérive, on est en cosinus, on dérive, on est en moins sinus. Donc vous voyez, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et donc quand on fait 2 intégrations par partie, paf, on passe de l'autre côté, on divise par 2 et normalement on trouve l'intégrale. Donc voilà, vous avez 2 façons de faire dans des cas comme ça. Mais je recommande plutôt de faire une identification, je pense que c'est plus simple. Une IPP c'est très bien, mais il y a des moins qui se baladent de partout, faut pas les oublier, il faut mettre des parenthèses, et parfois on a tendance à en oublier un et pas trouver le bon résultat. Alors qu'avec une identification, je pense que c'est plus simple. Donc je répète, on cherche une fonction qui, quand on la dérive, donne exponentielle de x, le tout fois cos x, d'accord? Donc vous dites que c'est une fonction qui va de la forme a sinus x plus b cos x, le tout fois exponentielle de x. Vous dérivez cette fonction, et vous faites votre identification avec le exponentielle de x cos x. Et normalement, ça devrait rouler tout seul. Alors, résolvez le système d'équations suivant. 2x plus 3y moins z égale 5. Nanana. Bon, bah, alors, il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est juste que c'est un peu pénible, ce genre de choses. Quand on est à l'école, on vous apprend souvent à faire, du moins jusqu'au lycée, on vous apprend à faire la méthode de la substitution. C'est-à-dire que vous allez isoler une variable dans la première ligne, l'injecter dans la deuxième ligne. Ça marche bien quand on a des systèmes 2 équations, 2 inconnus. Là, vous voyez qu'on a 3 équations, 3 inconnus, et encore, il est sympa, il n'a pas mis de paramètres. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les coefficients sont des constantes, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on va plutôt avoir tendance à faire dans un cas comme ça, c'est ce qu'on appelle un pivot de Gauss. C'est-à-dire qu'on va faire des substitutions linéaires d'une certaine ligne par rapport aux 2 autres pour ôter une inconnue. Je donne un exemple. On va utiliser la deuxième ligne, parce que la deuxième ligne, c'est x moins y plus 2z égale moins 1. Donc on a un x qui est tout seul, qui est fort pratique. Et on va soustraire cette deuxième ligne 2 fois à la première et 3 fois à la troisième. Ce qui va nous permettre de simplifier les x. D'accord? Et on va se retrouver donc avec la première équation qui a été un petit peu améliorée et la troisième équation qui a été améliorée, desquelles on a ôté les x grâce à ce qu'on appelle le pivot de Gauss. D'accord? On se retrouve avec 2 équations, 2 inconnues. Donc vous pouvez ensuite trouver y et z. Une fois que vous avez trouvé y et z, vous en déduisez la valeur de x. Il y a aucune difficulté. La méthode de substitution fonctionne très bien, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez très bien isoler x dans une des lignes et l'injecter dans la deuxième, faire pareil, etc. C'est juste que ça demande plus de calcul, c'est plus risqué qu'un pivot de Gauss.
Les limites du pivot de Gauss, c'est quand vous avez des nombres, comment dire, par exemple, si on a pi racine de 2 fois x plus exponentielle de 2y, là ça devient tout de suite un petit peu plus pénible parce que forcément on va devoir multiplier par des inverses d'exponentielles, de trucs, de machin, et donc c'est un petit peu moins joli. De toutes les manières, quand vous avez un système avec des coefficients qui sont dégueulasses, avec du pi, avec de l'exponentielle, du ln de machin truc, dans tous les cas les solutions sont dégueu. L'astuce qui est géniale, enfin la technique qui est géniale, c'est la méthode de Cramer. La méthode de Cramer, si vous savez calculer le déterminant d'une matrice 3-3, franchement, ça vaut le coup de l'apprendre. Certes, vous avez quelques déterminants à trouver, mais franchement, un déterminant 3-3, ça va quand même très très vite. Et parfois, ça vaut le coup de passer par là. Ça vous donne directement les valeurs de x, y et z. Mais ce qui est très fort, c'est que d'une certaine manière, vous pouvez le faire pour une seule des inconnues. Et de fait, une fois que vous connaissez une des inconnues, vous vous retrouvez avec un système d'équations de 2. Et donc là, ça devient super simple. Qu'est-ce qu'une fonction continue? Ah là là, alors là, je sens que si c'est une vidéo qui fait des vues, il va y avoir des bourbaquistes et des gens rigoureux qui vont venir me reprendre. Si vous êtes au lycée, une fonction continue, c'est une fonction que vous pouvez tracer à main levée. D'accord? Et une fonction est continue en un point si la limite à gauche et la limite à droite en ce point est la même. Donc si on veut donner un exemple de fonction continue, les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, sont continues, pas tangentes. C'est pour ça que j'ai bien précisé cosinus, sinus. Les fonctions polynomiales sont continues. La fonction exponentielle est continue. La fonction logarithme est continue. Mais continue, c'est toujours relatif à un intervalle, parce que la fonction logarithme, elle n'est pas continue sur R. Elle est continue sur R plus étoile. La fonction racine, elle est continue sur R plus. Au lycée, souvent, quand vous devez dériver une fonction, vous dites la fonction est dérivable parce qu'elle est continue. C'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est pas vrai. On va prendre l'exemple de la racine de x, que je donne régulièrement dans les vidéos qui sont sorties et qui vont sortir, quand on corrigera des exercices des grands lycées. La fonction racine de x, elle est continue, elle est définie sur R+. Vous pouvez lui donner n'importe quel nombre réel positif, 0 y compris, mais vous ne pouvez pas la dériver en 0. Vous ne pouvez pas la dériver en 0. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la dériver en 0? À la limite, tracez-la sur GeoGebra et constatez qu'est-ce que c'est sa tangente en 0. C'est l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que le coefficient directeur de sa tangente en 0, c'est plus l'infini. Or, pour qu'une fonction soit dérivable, il faut 1, qu'elle soit continue, et 2, que la limite de son taux d'accroissement soit finie en les points auxquels on veut la dériver. Or, la limite du taux d'accroissement de la racine de x en 0, c'est plus l'infini. D'ailleurs, la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, et ça, quand on l'évalue en 0, ça fait 1 sur 2 fois 0, 1 sur 0 qui fait plus l'infini. Donc la racine carrée n'est pas dérivable en 0, donc la continuité n'est pas suffisante pour assurer la dérivabilité. Donc attention à ça, c'est un piège qui est assez courant quand on veut dériver. Alors calculer la limite de la fonction 3x carré moins 2x plus 1 sur 2x carré plus x moins 3 quand x tend vers l'infini. Alors, c'est une confrontation polynôme de même degré. Donc en fait, ce qui va rester en l'infini, c'est les coefficients dominants. Donc 3 divisé par 2, tout simplement. Je sais qu'au lycée, on vous casse les pieds à faire des factorisations, factorisé par x carré, nanana. Dès lors que vous l'avez fait une fois, allez 2 fois, bon sang, vous avez compris que quand on fait des limites de polynômes, c'est une histoire de degrés. Qui va gagner? On regarde simplement où est le polynôme qui a le degré le plus fort. Et dès lors que les polynômes sont de même degré, eh bien on ne regarde alors que le quotient des coefficients qui multiplient les monômes de plus haut degré. Donc en l'occurrence ici, on a 3 au numérateur, on a 2 au dénominateur, donc la limite de ce quotient de polynôme de degré 2, c'est 3 sur 2. Aussi simple que ça. Décrivez le théorème de Fermat et expliquez pourquoi il est important en mathématiques. Alors, les théorèmes de Fermat, il y en a plusieurs. Il y a le petit théorème de Fermat, donc c'est un théorème d'arithmétique, que vous voyez d'ailleurs normalement s'ils ne l'ont pas enlevé dans Terminal Math Expert. Et il y a le grand théorème de Fermat. Donc là, c'est pareil, c'était des sujets de niche il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui sur YouTube, ça a fait beaucoup de vues. Donc normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez aux maths et probablement que vous avez vu toutes ces vidéos sur le grand théorème de Fermat. Le grand théorème de Fermat, ça a été énoncé par notre mathématicien français Pierre de Fermat, qui était juriste à la base, donc vous voyez un peu à l'époque, on était juriste, mais on était un prodige des maths, qui a voulu faire une généralisation du théorème de Pythagore à tout entier n. Le théorème de Pythagore dit qu'il existe des triplets ABC, tel que a carré plus b carré égale c carré. La question qui s'est vite posée, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà du degré 2? Et ça posait énormément de problèmes pour démontrer que ce n'était pas le cas. Et donc pendant des siècles, les idées se sont confrontées. Et donc Fermat, c'est 1670, quelque chose comme ça,
c'est un contemporain de Descartes. Il a fallu 300 ans pour le démontrer correctement. Et ce qui est rigolo, c'est que Fermat, on ne sait pas si... En fait, bon, Fermat a écrit dans un de ses livres qu'il avait trouvé la solution au problème, mais que la marge de son cahier était trop fine pour la contenir. Fermat, il a contribué quand même à la preuve de son grand théorème pour le cas n égale 4. Et il a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode de la descente infinie et qui a permis de démontrer que pour n égale 4, ce n'était pas possible d'avoir des triplés tels que a puissance 4 plus b puissance 4 égale c puissance 4. Et ensuite, on a eu des avancées ponctuelles. Beaucoup de Français d'ailleurs, hein, Sophie Germain, qui est une femme. Sophie, généralement, c'est pas un nom qui est mixte. Sophie Germain qui a fait des avancées considérables. Je crois qu'elle a démontré que c'était pas possible pour tous les entiers premiers. À vérifier hein, quand même que ce soit bien ça. Je sais que Legendre a également eu une contribution, mais chacun c'était voilà, pour démontrer pour certains entiers. Mais pour le démontrer pour tout entier, ça a été une vraie bataille. Et donc c'est un mathématicien anglais, Andrew Wiles, qui a trouvé en 1995-1996, peut-être en 1994, parce que généralement les preuves sont publiées et ensuite il faut les étudier les preuves pour voir si elles sont correctes. Et le pauvre d'ailleurs, il y avait une erreur dans sa preuve qui lui a mis plus d'une année à corriger. Mais finalement, le dénouement, c'est qu'il n'existe pas de triplé ABC tel que A puissance n plus B puissance n égale C puissance n au-delà de n égale 2. Donc on appelle ça le grand théorème de Fermat, le théorème de Fermat-Wiles, parce que voilà, on est celui qui l'a découvert. Pourquoi c'est important? Alors c'est important en mathématiques théoriques. Maintenant, effectivement, là au quotidien, c'est pas très important. Mathématiquement, c'est important parce que pour répondre à ce problème qui a priori est très simple, enfin tout le monde peut comprendre l'énoncé, il a fallu déjà 300 ans, donc déjà ça nous permet de méditer un petit peu. Mais surtout, c'est qu'on n'a pas résolu le problème de manière directe. En fait, on a résolu un problème annexe dont la résolution permettait la résolution du premier problème. Et donc c'était un problème sur les courbes elliptiques d'un mathématicien japonais, alors je vais pas prendre le risque de le prononcer. Ça portait sur les courbes elliptiques et on voyait pas forcément le rapport entre les deux. Mais il a fallu déjà démontrer, parce que bon voilà, il y a des gens brillants qui font le lien et qui ont vu qu'il y avait un rapport entre ces deux choses. Il y a quelqu'un qui a démontré qu'il y avait une passerelle directe entre la résolution des courbes elliptiques de ce mathématicien japonais et le grand théorème de Fermat. Et donc à partir de là, les gens ne se sont plus rués sur l'énoncé original du grand théorème de Fermat, mais ont essayé de résoudre une autre conjecture. Et c'est ce qu'a fait Andrew Wiles. Il a travaillé 7 ans en solitaire et vraiment dans le secret sur ce projet-là. Il l'a démontré. Et alors pourquoi c'est important ensuite? Bah voilà, c'est important pour la gloire, quoi, tout simplement. Après, sûrement que dans des applications théoriques, ça doit servir, mais là après, c'est pas du tout de mon niveau. Hein. Je veux dire, des gens comme Andrew Wiles, hors sujet, quoi. C'est des mecs qui sont bien au-dessus. Hein. Donc voilà, c'est plutôt à eux qu'il faudrait poser la question. Et si on veut parler un peu de ça, ça me fait penser justement à la preuve de la conjecture de Poincaré, qui dit que tout objet sans trou, avec un peu d'effort, on peut en faire une sphère parfaite. Ça a été extrêmement difficile à démontrer. Henri Poincaré, immense mathématicien, alors c'est débile de dire c'est le plus grand mathématicien et tout, mais allez, pour les besoins de la vidéo, on va dire le plus grand mathématicien de son temps, donc le XXe siècle, avait dit que c'était une question qui nous emmènerait trop loin, une question topologique qui, selon lui, nous emmènerait trop loin. Et ça a été résolu en scred par un mathématicien russe, Grigori Perelman, un petit peu fou, mais quelle intelligence, tout seul en 7 ans aussi à démontrer la conjecture de Poincaré, et il a fallu 4 ans à un groupe d'experts pour corriger sa preuve. Et donc il y avait pareil, des petites fautes ici et là, mais quasiment pas. Ce qui était le plus surprenant, c'était qu'il y ait aussi peu d'erreurs dans sa preuve, et donc il a repris les trucs qui posaient problème, et puis voilà, il a corrigé le machin, donc la conjecture de Poincaré est vraie. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pareil, en fait on essaye de démontrer la conjecture de Poincaré en dimension 3, mais est-ce que c'est vrai pour tout n? Est-ce que c'est vrai en dimension 4, en dimension 5, en dimension 6, dimension 7, qui sont des choses qui sont très difficiles à percevoir? Et la preuve qui était la plus compliquée, paradoxalement, c'était pour n égale 4. Et ça a été démontré par un américain qui travaille à Google, je crois, ou Microsoft, qui s'appelle Michael Friedman, et il a démontré pour n égale 4. Voilà, donc il a démontré un truc plus dur que pour n égale 3, mais pour autant, le prix du millénaire, c'était pour n égale 3. n égale 4, c'était une sorte de fantasme de mathématicien, c'était sûrement très intéressant, très passionnant, mais voilà, tout ça, bon, un peu digressé là-dessus. Donc les 10 questions de ChatGPT, après lui avoir demandé une trentaine de fois de me générer 10 questions intéressantes, il a enfin réussi. Alors je vous lis quand même, hein, pour pas qu'on me taxe de mauvaise foi, je lui avais demandé juste avant, sors-moi une série de 10 questions techniques de mathématiques avec une difficulté croissante. Je précise, et je veux que ce soit difficile à partir de la question 5. Première question, qu'est-ce qu'un nombre premier? Deuxième question, comment déterminer si
un nombre est pair ou impair. Qu'est-ce qu'une fraction irréductible? D'accord. Résoudre l'équation 2x plus 4 égale 13. Donc là, on est à la frontière de la difficulté. 5. Qu'est-ce qu'une matrice carrée inversible? Donc là, il s'est dit, tiens, vas-y, à la question 5, je vais lui mettre une question plus difficile. Donc une matrice carrée inversible, c'est une matrice qui a le même nombre de lignes que de colonnes et dont le déterminant est non nul. On peut détailler plus sur ce que c'est une matrice inversible, bon, peu importe. Trouver la dérivée de la fonction 3x carré plus 2x moins 1. Bah, c'est beaucoup moins compliqué que de comprendre ce que c'est qu'une matrice carrée inversible, puisque on fait ça en première, et alors que les matrices carrées inversibles, vous voyez ça vite fait en terminale, mais vous voyez ça plutôt en première et deuxième année de cycle supérieur. Quelle est la formule pour calculer l'aire d'insert? Définir ce que c'est une série convergente en mathématiques. Donc là, on passe carrément du niveau 6e au niveau bac plus 2. Donc voilà, il a du mal, quoi. Bon, une série convergente, c'est une série qui a une limite finie. Résolvez le système d'équations à deux inconnus. Bon, extrêmement simple. Et qu'est-ce qu'une équation différentielle? Donnez un exemple. Une équation différentielle, c'est une équation dont la solution est une fonction. Voilà. Et tout à l'heure, c'était pareil, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Résoudre 2x plus 5 égale 13. Donc c'était vraiment médiocre. Donc je lui ai demandé de générer plusieurs fois des séries de 10 questions. Et donc on est enfin parvenu à ces 10 questions. J'espère vous avoir appris des choses. Il y aura d'autres vidéos sur ChatGPT. Je vais le confronter sur d'autres trucs en maths, notamment sur l'histoire des mathématiques, la culture mathématique en général. Et vous allez voir que c'est très laborieux. En tout cas, je vous dis à la prochaine.